poussé, je ne sais pas comment. Je ferme la parenthèse. Simplement, ça, c'est qu'une partie de cette mythologie. La deuxième chose qui se passe, c'est que Zeus demande à six divinités de créer la fameuse Pandore, et il demande à l'une des divinités d'ajouter à Pandore la curiosité. Et ensuite, il va offrir Pandore au frère de Prométhée, un titan, et il va offrir à Pandore une jarre, sans lui dire ce qu'il y a dedans, en lui disant il ne faut pas goûter. Évidemment, comme il a fait ajouter à Pandore la curiosité, que fait Pandore après elle ouvre la jarre, en sort la maladie, la mort, mais Pandore referme la jarre avant que le dernier mal en sorte. Et l'humanité, du coup, n'est pas détruite. Quel est donc ce dernier élément restant dans cette jarre? Il s'appelle Elpis dans cette mythologie. Aujourd'hui, on le traduirait comme espoir. À l'époque, ça voulait dire plus précisément attendre sans agir. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, on est à un tournant de notre histoire où on est face à des IA qui se développent très vite et qui peuvent nous remettre dans cette situation d'être tout simplement dans une attente sans plus agir. On peut tout à fait imaginer demain être dans un monde où je ne me préoccupe plus de rien parce que l'IA va tout faire à ma place. Je suis assis tranquillement, ma montre sonne, elle a détecté que j'avais un problème, un système robotique vient me chercher, m'emmène, me met dans une voiture automatique qui m'amène dans un centre de soins, et là, un système robotisé va m'endormir d'abord et ensuite va m'opérer, et je vais me réveiller là où je suis parti, à mon bureau, assis sur mon siège, tranquillement, sans que je sache vraiment ce qui soit passé. Je perds évidemment dans ce cadre-là mes choix, mon libre arbitre. J'ai donné peut-être à tort l'autorisation à mon assurance de mettre en place un tel système, mais ce futur hypothétique peut tout à fait voir le jour si on laisse le contrôle aux machines, si on laisse les systèmes décider par eux-mêmes. À l'inverse, si on met ça sous le contrôle de l'humain, en utilisant exactement la même IA, mais simplement en la mettant sous le contrôle humain, alors dans ce cas-là, on est exactement dans le même cas que le feu que nous a donné Prométhée. L'IA peut être dangereuse, il ne faut pas se le cacher. Elle est un énorme outil fabuleux, mais elle peut aussi être dangereuse, au même titre que le feu qui a permis à l'homme d'évoluer. Ce feu peut être dangereux. Par contre, si on le domestique, il permet à l'humain, que nous sommes aujourd'hui, d'évoluer. Il a permis à l'humain d'évoluer vers ce que l'on est aujourd'hui. Il permettra demain à l'IA d'évoluer, à l'humain d'évoluer. Sous le contrôle de l'humain, je crois fondamentalement que nous pouvons développer une IA intéressante parce que notre objectif fondamental, c'est de sauver nos patients, de leur permettre de pouvoir recroquer la vie à pleines dents. Et donc, face à la question qui nous est souvent posée, vivre, c'est prendre des risques, l'intelligence, c'est de les maîtriser pour le bien de l'humanité. Ce sera ma conclusion. Merci pour votre attention. Une petite question moi, sur les bases de données. Oui. Donc on a bien compris que du coup ces intelligences elles étaient quand même très sensibles à la base d'apprentissage. Est-ce qu'ils ont des bases de données internationales ou c'est des choses qui sont spécifiques aux pays dans lesquels ils travaillent? Alors on pose une question sur la base de données. Apparemment c'est le modèle économique de la société qui sur les bases d'apprentissage. Oui, j'ai entendu la question. Donc le modèle économique que l'on a créé repose sur le fait qu'au début, on a un logiciel qui a été développé pendant pas mal d'années, qui est un logiciel avec de l'automatisation et de l'interaction. Ce logiciel nous permet de reconstruire toutes les parties du corps humain et c'est un logiciel certifié. Donc les clients qui sont des chirurgiens nous envoient des images, on va les reconstruire, on lui renvoie la modélisation. Cette reconstruction, si le patient a donné son accord, ce qui est le cas de plus de 75% des patients, on va pouvoir la réutiliser pour l'apprentissage de nos dates. Et donc forcément, comme on a beaucoup de demandes, on a dépassé les 4500 demandes l'année dernière, reconstruction l'année dernière de patients, en une seule année, donc vous imaginez les bases que ça peut représenter. Ces bases de données nous permettent d'avoir une énorme richesse de contenu par notre service lui-même. On peut y ajouter à cela, potentiellement, des bases externes. C'est ce qu'on a fait typiquement très récemment sur les images non injectées. Ce projet, au départ, il est parti du projet du Covid, puisque au moment où il y a eu le Covid, on a utilisé nos algorithmes pour reconstruire les poumons et on a voulu essayer de trouver une solution pour avoir un diagnostic de sévérité de la pathologie. D'ailleurs, ça a très bien marché, on a beaucoup innové. On a ensuite fait un projet et on a montré qu'on était capable de prédire 7 jours à l'avance l'évolution de la pathologie vers des stades critiques où la
l'inverse des stades où il ne se passait rien, sur des patients qui à la base n'avaient pas de différence clinique quand ils arrivaient aux urgences. On ne savait pas s'ils allaient aller mieux ou moins bien. Et ça a été un vrai plus dans la prise en charge ici localement à Strasbourg de nos patients. Et c'est juste un exemple, c'est qu'on est parti de ces images. Ces images étaient non injectées, mais évidemment, les patients Covid, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc on a été chercher des bases qui étaient disponibles sur des images non injectées, et on a créé nous-mêmes nos propres bases segmentées à partir de ces bases de données qui étaient ouvertes pour segmenter les vaisseaux, artères, veines, bronches, et on a fait apprendre à notre système d'IA en fait, à reconnaître dans les images non injectées ces différentes structures. Donc, en partie, en grande partie, on parle de nos images venant de nos clients qui ont donné l'autorisation au niveau des patients, et pour le reste, on parle de bases de données qui sont mises à disposition au niveau international. Une autre question? Non, moi c'est tout. Merci beaucoup. Merci à tous. On va passer la parole à Florent, Cosine. Oui, c'est ça. Oui, je renouvelle mes remerciements à ceux qui sont restés. Alors, je vais vous parler, comme certains dans la journée d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est un petit peu sur le bord du thème de la journée, qui est celui du jumeau numérique pour la mécanique des structures. Donc, je ne travaille pas dans l'ingénierie de système, je travaille plutôt côté mécanique des structures. Et depuis qu'ils travaillent sur le jumeau numérique, ils ont vu le concept dévoyé tellement de fois que je serais trop long, pas le pire. Donc, je vais quand même appeler ça des jumeaux numériques de temps en temps. Mais vous en faites pas, je comprends à quel point parfois c'est la même chose et parfois non. Alors, ce qui est particulier, peut-être pour reprendre une définition qui a été donnée cet après-midi, dans la mécanique des structures, c'est qu'on ne s'intéresse pas à des systèmes, on ne s'intéresse pas non plus à des systèmes en opération, ni même à des structures en opération, même si ça peut être le cas, mais c'est quand même assez rare. On s'intéresse plutôt à la phase de conception, et donc dans l'aéronautique, ils décrivent ça avec les phases de conception d'un avion, par exemple, avec cette fameuse pyramide, qu'on peut appeler pyramide des essais et de la simulation, si on veut être un peu rapide, dans laquelle on décrit que à chacune des étapes de développement, donc on part des matériaux, on monte petit à petit dans les échelles jusqu'à arriver à un aéronef complet. Et cette pyramide, qu'est-ce qu'elle décrit? Elle décrit le fait que quand on conçoit un tel aéronef, il faut marcher sur deux jambes, grosso modo, c'est-à-dire à la fois du test physique, mais le test physique étant extrêmement onéreux, on aime bien remplacer une partie de ce test physique par de la simulation numérique. Bon, jusque-là, il n'y a rien de très révolutionnaire. Et je ne crois pas dire quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire en disant que la tendance est plutôt à essayer de remplacer le plus possible de tests physiques parce que c'est très coûteux. Aujourd'hui, d'après nos estimations, selon les gens, on est à peu près à 50-50 en budget test et budget simulation. Parfois, certains commencent tout juste la simulation s'ils sont pas très hauts, on va dire, dans les rangs de fournisseurs chez Airbus, par exemple. Et puis d'autres ont beaucoup remplacé, sur certains projets, sont même uniquement à travailler avec de la simulation. Donc la simulation, elle a, dans ce domaine-là comme dans d'autres, elle a d'autres avantages, qui est le fait que, évidemment, on peut, comme j'ai dit, enlever certains tests, on verra dans quelles conditions, et aussi qu'on peut se projeter dans des situations de vie réelle du système, pour le coup, qu'on ne peut pas tester physiquement, parce qu'on a quand même des limites physiques, et aussi bien que le test puisse reproduire la situation réelle qui se trouve être celle qui est ciblée par le test ou par la simulation, le test lui-même n'est qu'un modèle du système réel en opération. Et ça, il faut bien garder ça en tête, parce qu'on aurait tendance à vouloir dire dans cette pyramide-là, certains côté test sont parfois là à dire que le test est une référence absolue, c'est une bonne référence d'une configuration physique du système, mais ça n'est pas la vraie situation, qui par ailleurs, les situations réelles, il y a une dispersion autour de ces situations. En général, en test, quand on teste un avion, on teste une fois, on ne fait pas un test de dispersion. Donc voilà, il faut bien garder en tête que le test lui-même est aussi un modèle. Et donc, la clé pour arriver à faire ce remplacement d'une partie du test
par des modèles de simulation, et ben, il faut avoir une certaine confiance, un niveau de crédibilité dans ces modèles de simulation. Et donc la question de ma présentation est comment on peut utiliser un concept qui est proche du jeu numérique pour construire cette crédibilité des modèles de simulation. Et pourquoi en fait aujourd'hui on a besoin de construire cette crédibilité des modèles de simulation. Donc voilà, dans ce contexte-là, une autre manière de le voir, je dirais que c'est que aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui commencent encore la simulation, même si tout le monde est un petit peu avancé quand on parle des Airbus, etc. Ils font des choses assez avancées en simulation, mais on n'est pas arrivé à la marche d'escalier où on a remplacé complètement le test. Donc là, il faut le lire de gauche à droite. Au début, on a un petit peu confiance en la simulation, mais donc on fait quand même beaucoup de tests. La majeure partie du budget est consacrée au test, et puis petit à petit, on arrive à un niveau de confiance où on peut se dire, ah bah ok, là je peux remplacer une partie des activités par de la simulation, et donc je vais économiser, en tout cas je vais consacrer une plus grande partie de mon budget de la simulation, et je vais économiser du test. Donc ça existe déjà aujourd'hui, hein. Il y a certains niveaux de la pyramide qui sont très bien maîtrisés, des géométries, des matériaux qui sont très bien maîtrisés, on ne fait pas que de la simulation. Et donc on a construit quelque part une version numérique de ce test, et on fait ce qu'on appelle du virtual testing. Donc on fait un test mais uniquement numérique dans un outil de simulation. Alors c'est quoi la crédibilité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer une marche en quelque sorte de cet escalier-là? Et c'est un peu à ça qu'on contribue. En gros, la crédibilité, c'est quand quelqu'un a tamponné, a dit oui, je crois en ce modèle, on peut l'utiliser pour telle ou telle application. Donc le fait d'avoir un modèle crédible, c'est finalement, on s'en rend compte après, c'est-à-dire un modèle crédible, c'est un modèle qui a convaincu. Voilà. Mais ça ne dit pas beaucoup plus sur comment construire un modèle crédible. Et du coup, une partie de nos activités, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on quantifie la crédibilité d'un modèle, et comment est-ce qu'on peut arriver à un certain niveau de crédibilité pour tel ou tel modèle, et comment est-ce qu'on peut le mesurer, le définir. Donc il y a une partie des travaux qu'on développe qui se base sur des approches qu'on peut appeler VVUQ de manière générale, donc de la vérification, validation et quantification des incertitudes pour les modèles de simulation. Alors dans les faits, nous, la vérification, vous verrez qu'on s'en occupe pas tellement, hein, c'est plutôt l'affaire des gens qui développent les solvers d'éléments finis dans d'autres domaines. Par contre, vérification, quantification des incertitudes, c'est ça qui est clé dans notre métier pour dire, on a fait un modèle, ok, mais maintenant on va le confronter à des données de test, et on va voir à quel point ce modèle représente bien la réalité ou pas, en fonction des métriques qu'on a choisies. Donc cette opération-là, alors bon, quand on lit ça, c'est un peu vue d'avion, sans mauvais jeu de mots, puisque j'ai un avant, mais l'idée c'est de dire, ok, on doit faire un plan. Donc là, par exemple, on nous dit, faites un plan de VNV, exécutez le plan de VNV, comparez, est-ce que c'est bon, oui ou non. Mais ça reste quand même assez macro, quoi, on voit les choses d'en haut. Et la question est comment est-ce que, en fait, on met les mains dans le cambouis et comment on arrive effectivement à faire ce plan-là et à le développer. Et donc pour ça, il y a un certain nombre d'outils qui existent. Alors, quand je dis outils, je sépare un peu les choses en deux catégories, c'est-à-dire il y a des outils plutôt méthodologiques, de cadre de travail. Donc comment est-ce qu'on fait pour, je parlerai juste après de cet outil-là, mais il y a des outils qui mesurent la crédibilité des modèles, ça existe dans la littérature. Et puis après, il y a l'outil de comparaison en lui-même. Ça peut sembler assez facile quand on est dans la... Non, facile, peut-être que j'exagère un petit peu. En tout cas, plus habituel quand on est dans l'ingénierie des systèmes. Dans l'ingénierie des structures, il n'y a pas vraiment d'outils dédiés, et c'est une des raisons de notre existence, donc j'expliquerai pourquoi. Alors si on regarde d'abord la partie cadre de travail pour la crédibilité, donc nous on aime bien ce cadre-là, il y en a d'autres qui existent. Celui-là s'appelle PCMM, donc Predictive Capability Maturity Model. Donc c'est un modèle qui existe pour... Enfin, ça ne marche pas que pour la mécanique de structure, c'est pour absolument tous les types de modèles de simulation qui existent. Et donc l'idée de ce modèle, c'est qu'il dit, en gros, on va mesurer sur une échelle de 0 à 3 un certain nombre de facteurs, de critères. Alors bien sûr, quand on lit le papier, vous pouvez aller voir, c'est très détaillé. Le niveau 1, c'est des choses très précises, le niveau 2, etc. Et donc ça nous permet de voir avec nos clients, donc on peut travailler avec nos clients, nous, puisqu'on les aide à faire ça, on les aide à avancer sur cette échelle-là, c'est-à-dire à dire,
Au début, vous étiez là, c'est-à-dire ça c'est l'état initial, et puis vous voulez aller ici. Donc nous, notre travail, c'est de vous aider à avoir les outils pour arriver à un certain niveau. Donc ça, c'est pas mal parce que ça aide aussi. Bon, c'est des choses qui sont assez... enfin, je veux dire, on comprend bien ce que ça veut dire, hein, vérifier les solutions, la physique des matériaux, etc. On doit être sûr que tous ces critères-là... Donc ça, tout le monde le sait, mais quelque part, il n'y a pas tout le monde qui utilise une méthode pour vraiment qualifier de manière certaine ces catégories-là. Donc là, il y en a 6, il peut y en arriver que dans certains modèles, il y en a plus. Mais l'idée, c'est de dire, sur chacun de ces thèmes de travail, pour une famille de modèles donnés, vous avez travaillé pour vous assurer qu'on était à un certain niveau. Donc c'est pas juste j'ai fait mon modèle dans un coin et puis ça suffit, c'est j'ai fait un modèle et ensuite je l'ai confronté à toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas évident dans le sens où on sait qu'on veut gagner de l'argent grâce à la simulation, donc en faire quelque part dépenser le moins d'argent possible dans cette activité-là, de manière à remplacer des essais. Quand on dit aux gens, vous devez remplir toute une table, essayer de s'assurer qu'à chaque fois que vous avez fait un petit modèle, vous devez aller faire. Bon, c'est quand même, voilà, faut arriver à justifier que ces dépenses-là nous amènent un niveau de crédibilité suffisant, donc il y a une balance à trouver. Mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de savoir où on va et ce qu'on veut améliorer. Donc pour nous, c'est aussi une grille de lecture pour comprendre ce que veut le client. Nous, on a commencé par ici. Donc il y a d'autres items qu'on adresse aujourd'hui, mais la partie validation du modèle. Dans validation, c'est un peu un terme chapeau dans lequel il y a validation, recalage, identification, voilà, selon les termes qu'on peut utiliser. Et une des raisons pour lesquelles on a commencé avec ça, je vous explique, c'est qu'on faisait on fait toujours d'ailleurs, de la mesure, donc de la corrélation d'image numérique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la corrélation d'image numérique, c'est une super technique de mesure optique qui permet non pas de mesurer des points, c'est-à-dire une déformation en général en mécanique, on la mesure souvent avec une jauge de déformation, c'est un capteur qu'on colle sur la surface, ça se déforme, ça mesure la valeur de la déformation en ce point-là. Ça, c'est pas beaucoup d'informations pour pas mal d'efforts. Coller une jauge, ça prend 1 heure à peu près. Donc on a un point de mesure une fois qu'on a collé cette jauge-là. Et donc bien sûr, sur des grandes structures, on a envie d'en coller 200. Sur l'avion que je vous montrais tout en haut, le test avec l'aile que vous avez tous vu, ça c'est 1 millier de capteurs à peu près, donc voilà, c'est un peu d'instrumentation. Pour réduire tout ça et augmenter la capacité de mesure, on a développé, alors pas moi, hein, mais d'autres bien avant moi, ont développé ces techniques de mesure de champ qui permettent d'avoir une cartographie des déformations des pièces. Donc, pendant un essai mécanique, on déforme la structure. Alors, au début, ça a commencé sur des matériaux, puis on fait ça sur tout type de structure maintenant. On a des cartographies, donc on a d'un coup des quantités énormes de données. Donc, vous allez dire, c'est super, on veut augmenter la crédibilité des modèles. Plus on a de données côté monde réel, plus le modèle sera crédible si on va confronter à toutes ces données. Et donc c'est là où je parlais des outils tout à l'heure, c'est le problème, c'est que finalement, construire un jumeau numérique à la main quand on est ingénieur de calcul chez Airbus par exemple, si on a une seule jauge de déformation ici, qui est le petit patch que vous voyez là, collé sur une éprouvette et qu'on doit recaler un modèle unidirectionnel, c'est forcément très facile, on va utiliser Excel. Bon. Il n'y a pas d'outil dédié qui existe vraiment pour ces choses-là aujourd'hui. Et du coup, même si on a 200 jauges, en fait, j'ai vu des ingénieurs qui passaient du temps à 200 jauges, ils avaient tout dans Excel. Et donc là, pour donner l'exemple, je ne citerai pas la société, mais un gars qui avait 1000 heures sur un projet de simulation pour recaler son modèle, il y a la moitié du temps qu'il utilisait dans Excel pour aller récupérer des données, s'assurer que, etc. Les erreurs utilisateurs là-dedans, voilà. Donc là, la notion de crédibilité, elle prend un autre sens aussi, parce qu'on comprend que les utilisateurs de ce genre d'outils manuels, développés en Python, etc., voilà, c'est des risques potentiels qui sont quand même assez grands. Et donc, bien sûr, quand on met les millions de points de mesure que j'ai avec mes caméras dans ce système-là, ça ne marche pas du tout. C'est sûr qu'ils ne vont jamais utiliser ces trucs-là. On s'en est rendu compte quelques années dans l'existence de la boîte. Ça fait un peu bizarre quand on me dit dans votre truc, j'ai pas trop le temps parce qu'en fait, j'ai 400 heures à passer dans Excel pour recaler des points de jauge. Voilà. C'est un peu frustrant. Mais ça fait aussi réaliser que quelque part, il y a un vrai besoin pour une plateforme qui permet d'agréger les données. Donc déjà, sans parler de jumeaux numériques, c'est-à-dire de boucles, fermer les boucles, le fait d'avoir une plateforme qui permet de manière propre d'agréger les données, de regarder en face d'un calcul tout ça, qu'est-ce que ça donne? C'est des opérations manuelles, c'est pas juste en général un calcul élément fini, ça donne pas la déformation sous la jauge, ça donne un champ de déformation sur un solide, donc il faut aller interpréter tout ça, etc. Donc toutes ces opérations-là, elles sont pas simples à faire. Et donc voilà, ça c'est le jumeau numérique qu'on voit le plus chez nos clients, c'est le bon effet Excel.
Et puis en général, alors c'est sympa parce que la boucle de rétroaction, c'est l'ingénieur simulation qui va s'agglutiner. Et qui du coup a fait un super modèle. Bon, il s'aperçoit que ça ne marche pas trop. Et puis essayer de trouver des explications, il faut regarder des courbes là comme ça dans Excel. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc notre ambition, c'est d'essayer de permettre un petit peu mieux. Et donc c'est comme ça qu'on a développé la plateforme. Je vous trouve une petite application après. Qui du coup est là pour, autour d'un modèle 3D, c'est là où j'appelle ça jumeau numérique, alors vous mettez les guillemets si vous voulez, d'agréger ces données, en tout cas là, dans un premier temps c'est vraiment data fusion, quoi, hein, ça, pour le coup le terme marche bien, d'agréger toutes les données, que ce soit d'images, parce qu'on est toujours convaincu que ça aide bien ces images, mais aussi toutes les sources de mesure qu'on peut avoir sur un essai de structure comme celui-là. Et puis importer, exporter depuis les outils de simulation, alors les outils standards de nos clients, hein, parce qu'ils ont des bureaux d'études avec du Dassault Systèmes, du ANSYS, etc. Donc on doit se connecter à tout ça. On n'a pas le loisir de changer le solver, c'est pour ça qu'ils disaient que la vérification c'était pas trop notre affaire finalement, parce que c'est plutôt de leur côté que ça se passe. Et puis après, en échangeant avec les solvers, donc ça je ne vous trouverai pas d'exemple de ça aujourd'hui, de fermer la boucle au moins côté solver, côté élément fini. Donc là, on serait plutôt dans la définition du shadow qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de dire, bon, une fois qu'on a fait cette comparaison, est-ce qu'on peut rendre le modèle meilleur à partir des données de test. Voilà. Vous verrez que l'application que je montre après, on n'a pas besoin de ça, mais c'est des choses qu'on fait aussi dans une certaine mesure. Par exemple, on peut identifier des propriétés matériaux quand on est sur un test relativement simple. On voit qu'il y a un écart entre les données, par exemple, de force, de déformation, qui viennent de la simulation et puis celles qui viennent du test. Si on bouge les paramètres matériaux, on peut retrouver la bonne loi de comportement et de manière à avoir un modèle plus prédictif. Il y a quelques exemples comme ça. Il y a aussi quelques exemples, alors c'est vraiment très très rare, de fermeture de la boucle de l'autre côté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut influencer le test en fonction d'une simulation qui est faite en même temps. Et donc ça, c'est par là qu'on tendait. Moi, c'est là que j'imaginais, quand on me demandait où tu seras où dans 5 ans, je me suis dit, voilà, on va avoir un digital twin qui rétroagira sur l'essai en fonction de ce que dit la simulation en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé donc, à quelques exemples qui existent dans le milieu académique. Mais dans les faits, on se rend compte que le besoin de crédibilité que j'expliquais avant est beaucoup plus fort aujourd'hui que le besoin de rétroagir sur l'essai. C'est pas des choses qui sont... On a plutôt une situation d'essai qui est déjà prêt, voilà, on a un storyboard, on doit le suivre, il n'y a pas forcément à faire ça. Voilà, donc ça c'est un peu le cas. Donc un des exemples qu'on a développé récemment, c'est cette structure-là. Donc alors, les rectangles orange moches, là, c'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est justement parce que j'ai pas le droit de montrer la structure dans son entièreté, malheureusement. On remercie notre partenaire Ariane Group. Et donc c'est un essai d'une structure échelle 1, donc c'est à peu près 3-4 mètres de haut ce machin-là, avec des chargements assez complexes et puis surtout une instrumentation assez lourde. Donc c'est là où je vous disais, quand on a 200 capteurs par exemple, ici 200 jauges de déformation, fibre optique, des caméras, etc. Ça devient très très lourd, quoi. Le Excel ça marche plus trop et puis on voit bien que ça ne permet pas d'avoir une réactivité après l'essai. Donc voilà, nous on utilise toujours ce cadre-là, et donc dans cet exemple-là, c'était on n'est pas assez fort en validation des modèles, on doit s'améliorer. Sur les incertitudes, on doit les quantifier un petit peu mieux. Alors il y a pas mal de sources d'incertitudes sur ces choses-là. Une qui est un peu rigolote quand on colle des jauges de déformation, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on la connaît au bon endroit? Parce que le gars qui va la coller, forcément, il a un mètre ruban ou un truc comme ça, qui va être sur une structure cylindrique, enfin je vous laisse imaginer le truc. Et du coup, c'est quelle est l'incertitude qui est liée à l'erreur possible de positionnement de la jauge. Parce que c'est un des trucs sur lesquels après il s'écharpe avec le bureau de calcul, parce que ah ouais, mais tu l'as pas collé au bon endroit, comment tu peux me prouver que tu l'as collé au bon endroit, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on a travaillé avec. Voilà, donc ça c'est des exemples. Alors bon, c'est plutôt un exemple de résultat, mais pour dire, alors là c'est dans une zone zoomée parce qu'on ne peut pas dire où c'est, etc. Mais le champ que vous voyez derrière, c'est un champ d'erreur de déformation entre calcul et essai, qui est calculé avec les caméras. Donc les caméras donnent une certaine champ de déformation, le calcul donne un autre champ de déformation, et on regarde localement, est-ce que finalement on avait la bonne déformation ou pas, et si on ne l'avait pas, on peut mettre des petites jauges virtuelles cette fois, pour aller essayer de quantifier l'erreur. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, incrémentalement, on participe à la construction de la crédibilité. C'est-à-dire dire, même à des endroits où on n'avait pas instrumenté avec des instruments classiques,
on est quand même capable de montrer qu'on n'est pas trop loin du résultat de calcul initial. Donc là, voilà, selon les points de vue, on peut dire on est trop loin ou pas trop loin. Eux, ils nous ont dit que c'était OK. Mais tout ça pour dire, c'est comme ça qu'on peut être en mesure, alors là c'est inversé d'ailleurs, ce qu'il y a ici c'est en bas et les simulations c'est en haut. C'est comme ça qu'on peut être en mesure de réellement construire la confiance, parce qu'il y a toujours des questions, je disais au début, il faut convaincre quelqu'un, la personne qu'on doit convaincre va toujours nous dire oui, mais est-ce que vous êtes sûr qu'à d'autres endroits que vous n'aviez pas instrumenté, est-ce que ça n'a pas cassé, etc. Donc là, c'est une manière de confirmer ça et d'ajouter une petite couche de confiance à ce niveau-là. Une deuxième couche qu'on n'avait pas identifiée au début, et en fait on a construit la plateforme aussi pour ça, c'est faire de l'automatisation de ces tâches-là, parce qu'en fait ces tâches-là elles sont beaucoup manuelles, comme je dis ça prend énormément de temps, beaucoup d'erreurs utilisateurs possibles, et donc là pour le coup c'est des centaines d'heures gagnées, quoi. Donc même sans aller jusqu'à la partie recalage digital twin, déjà le simple fait d'arriver à faire de l'automatisation sur les tâches manuelles, bon, c'est des gars qui ont bac plus 8, ils font du Excel toute la journée, c'est pas non plus très malin de faire ça comme ça, donc ça nous a quand même semblé assez pertinent, et puis bon, quand on voit le résultat, c'est assez agréable. Et donc voilà, donc après on peut faire un résumé de tout ce qu'on a fait en disant finalement on voulait s'améliorer à quel stade, là par exemple sur la fidélité de la géométrie, là-dedans il y a les conditions limites. Bon, ce qu'on a fait, ça n'a pas permis d'arriver complètement au résultat. Par contre, côté quantification des incertitudes, là, on a fait un petit peu plus que ce qu'on avait prévu, etc. Donc ça, c'est un outil qui, je pense, qui peut être utilisé dans tous les domaines. J'aime bien le présenter parce que les gens ne connaissent pas toujours ces choses. Et à la fin, bien sûr, la question, c'est quel est le gain par rapport à tout ça. Et donc, c'est finalement un des seuls exemples où on a pu essayer d'estimer un petit peu un gain de nos outils. Que nos outils, par nature, ils apportent un gain en qualité. Le gain en qualité, c'est pas facile à estimer en euros. Et en général, c'est ça qu'aiment bien avoir les managers pour justifier d'une dépense. Typiquement, le manager de l'équipe d'à côté, il aime bien savoir combien ça a fait gagner. Donc, c'est pas toujours évident. Et comme dans les débuts de la simulation, essayer d'estimer le gain qui est apporté par la simulation numérique, c'est pas forcément évident. Et là, ce qu'ils disent, c'est finalement, comme on passe une marche d'escalier, là, on sait que la prochaine fois, en tout cas, on ne sait pas de manière certaine, en tout cas, eux vont demander à ce que la prochaine campagne de ce type-là soit faite sans cet essai-là. Parce qu'on sait que, alors c'est pas juste Ecosym qui a fait ça, hein, c'est aussi les efforts de l'équipe de simulation. On sait qu'on a atteint un certain niveau de maturité dans la simulation, de crédibilité. On n'a pas eu besoin de faire cette boucle de rétroaction, de recaler le résultat en l'occurrence. Ça veut dire qu'on a validé, au sens vraiment le plus pur du terme, notre simulation, et donc on peut utiliser ces modèles de simulation à l'avenir, on sait les maîtriser, on sait les mettre en données correctement avec les bonnes conditions limites, etc., pour que sur ces essais-là, ça se passe bien. Donc là, 20% du budget de développement sur ces essais-là, je ne sais pas combien il coûte, mais enfin, voilà, c'est sensible, hein, c'est pas rien. C'est plus que notre contribution, en tout cas, ce qui est bien minimum, mais voilà. Voilà, donc c'était un peu le message. Alors, du coup, bon, c'est work in progress pour le Digital Twin, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure. Sur la partie rétroaction sur la simulation, ça on commence à avoir des choses. Néanmoins, elles sont plus adaptées aujourd'hui sur les petites échelles. Sur les grandes échelles, on est plutôt à faire vraiment de la validation. C'est des essais de validation d'ailleurs, c'est pas des essais de recalage, très souvent. Néanmoins, je présentais un petit peu l'usage des outils d'évaluation de la maturité. Ça vraiment, je pense que c'est quelque chose d'assez générique, hein, qui peut être utilisé un peu dans tous les domaines. Pour la partie, on va dire plutôt data fusion, l'idée c'est d'améliorer plutôt l'efficacité, limiter les erreurs utilisateurs. Ça c'est quelque chose qui est aussi lié à notre métier de mécanique des structures, parce qu'il y a beaucoup de conversion de données à faire entre, on va dire que les langages de la simulation et du test sont vraiment par nature très différents. Donc il n'y a pas un point de mesure avec une vitesse et un point de mesure avec une vitesse. On doit vraiment traduire les données. Donc ça c'est quelque chose un peu spécifique. Et c'est notre manière de caser de la DIC, donc de la corrélation d'image numérique, dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'on sait bien que sur ces gros essais, si on n'a pas le temps de faire le reste, la partie image, elle va passer à la fin. Donc, on avance vers la partie digital twin. Néanmoins, aujourd'hui, la valeur, elle est déjà dans un premier cran de valeur. C'est surtout la partie confiance-crédibilité qui est importante. Et on a des clients qui nous disent ça serait bien si on pouvait avoir la mise à jour de la simulation en parallèle automatique. Aujourd'hui, c'est plutôt un nice to have. On a personne qui nous met un chèque sur la table en nous disant il faut absolument développer ça, c'est super important. Aujourd'hui, on a plutôt des gens qui vont refaire le calcul après et ça reste acceptable. Donc,
on va dire qu'on n'est pas en temps réel, on est en temps utile, ce qui, voilà, dans cette échelle de temps qui est habituelle de notre côté, aujourd'hui ça suffit. Donc voilà où je peux vous le rendre. Voilà, des choses. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Une petite question. Il va y avoir le problème des... Est-ce que les normes vous suivent? Parce que, bon, là, vous apportez quand même quelque chose de disruptif dans ce monde-là que moi, personnellement, je connais. Donc, du coup, est-ce que les normes, est-ce que vous pensez qu'elles vont rapidement vous suivre ou pas? Parce que là, quand même, enfin, l'idée, justement, de court-circuiter un certain nombre de procédures qui sont déjà quand même bien établies dans le monde font que, bah, c'est pas toujours évident, on va dire, de passer à autre chose, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que ça va suivre assez rapidement? Il y a deux parties de la réponse. La première, c'est sur la partie imagerie. Ouais. Ça, c'est le point qui n'est pas forcément très évident. Alors, il y a des groupes de travail, il y a pas mal de documents qui commencent à exister, mais effectivement, c'est le fait de faire un test normalisé avec ce type d'outils, c'est un challenge. Ça existe dans certains cas, mais c'est pas évident. La plupart du temps, c'est plutôt des normes internes qui sont acceptées par les donneurs d'ordre ou les clients, etc. Donc, on va dire que ça commence à arriver, mais c'est un peu le début. Sur la partie comparaison des données strictement, en fait, on apporte beaucoup plus de rigueur que ce qui était fait avant. C'est-à-dire que personne ne dit que ça doit être fait dans Excel, la comparaison. C'est marqué dans aucune norme. On dit on doit faire une comparaison, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, personne ne spécifie, si ce n'est via des normes en interne des groupes, comment est-ce qu'on doit calculer ce que veut dire une jauge de déformation, par exemple. Pour reprendre cet exemple-là, si on la met sur un modèle, comment est-ce qu'on doit la calculer? Ben, en fait, chacun a sa recette de cuisine. Donc aujourd'hui, justement, on apporte au moins, on a une recette, elle est explicite, on sait comment on fait, c'est toujours la même, et on est sûr que l'ingénieur qui reprend le projet va recalculer de la même manière. Donc en fait, de ce côté-là, on a plutôt, enfin, je ne sais pas si on peut dire de l'avance, mais en tout cas, on ne sera pas embêté par la norme, parce que la norme aujourd'hui ne spécifie rien du tout. Question? Vos champs d'application, en fait, là, c'était très autour de l'avion, de fusée. Est-ce que vous travaillez sur des ouvrages d'art ou des choses comme ça? Alors, dans la littérature comme dans nos activités, il y a beaucoup de domaines qui ont été abordés par ces choses-là. Néanmoins, on sent, alors c'est plutôt côté commercial, on va dire, on sent quand même que l'attrait principal, il est là où les gens veulent améliorer les modèles jusqu'à un certain point avec une erreur très faible. On veut moins de 5% d'erreur typiquement dans ces applicatifs-là. Il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut se permettre d'avoir plus et de mettre une surépaisseur et c'est pas très grave. Typiquement dans le bâtiment, enfin, je veux dire, dans les ouvrages d'art, il y a les eurocodes, de toute façon on ne va pas concevoir autrement, quoi. Donc voilà, on va dire que ça dépend un petit peu des domaines, mais très souvent c'est plutôt les domaines qui sont drivés par la performance mécanique au sens le rapport poids-puissance des systèmes. Ouais. La méthode d'imagerie, elle s'applique à tout type de matériaux? Oui, parce que, alors je n'ai pas expliqué tout à fait en détail, mais en fait ça repose sur l'application la plupart du temps, de 99% des cas, d'un mouchetis de peinture sur la surface, ce qui nous permet de suivre, on voit à l'œil, hein, c'est comme si, voilà, si je déforme une feuille blanche, vous ne le verrez pas, si je déforme une feuille avec des points comme ça, vous allez comprendre, l'œil va comprendre, ça marche de la même manière. Et donc c'est la plupart du temps, c'est ou alors la peinture à la bombe, enfin, ça dépend des échelles, ça peut être plein de choses. Et ce qui permet en général de s'adapter, alors la plupart du temps vous verrez des matériaux, là c'est des matériaux métalliques, composites, etc. Tout type de matériaux sont, il y a même des images de tomographie qui peuvent être traitées avec ces choses-là, enfin, c'est assez polyvalent. Parfait, merci. Merci beaucoup. Dernière présentation, Guy. Je vais passer là. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de faire la dernière présentation. Donc, d'abord, grand merci d'être resté jusqu'à maintenant. Puis j'espère que vous serez content de rester. Alors, ça tombe bien parce que j'ai quand même préparé quelque chose d'assez court. Je me doutais bien qu'en fin de journée, il fallait qu'on aille à quelques messages essentiels. Donc, j'ai extrait des différentes choses dont j'aurais potentiellement pu vous parler. Une question, c'est peut-on franchir le mur de la complexité quand on parle du jumeau numérique? Alors je vais revenir un peu sur cette thématique-là. Voilà. Alors qui je suis? Donc je suis Guy Descrivière, je suis président et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Twin IT.
Après plus de 25 années passées chez Safran à concevoir des moteurs d'avion et de fusées. Donc cette boîte elle est très récente, on l'a créée avec mon associé l'an dernier. Ça marche plutôt pas mal, là on est en belle croissance, on a déjà embauché 2 personnes cette année, on va continuer. Donc ça marche bien, donc on travaille sur le jumeau numérique. Et puis j'ai mis juste une petite pensée en bas, pourquoi finalement on croit beaucoup à ce qu'on fait. Parce qu'on est vraiment convaincu que le jumeau numérique il va transformer les processus de conception des systèmes complexes, systèmes mécaniques complexes. Quelque part, on est au tout début d'une transformation majeure du processus de conception, qui est aujourd'hui un processus en cycle en V qu'on traîne depuis un paquet de temps. D'ici quelques années, on verra le cycle en V comme on voit aujourd'hui dans le développement logiciel, le cycle en V, c'est-à-dire complètement passé. Donc voilà, le jumeau numérique est vraiment la pierre angulaire pour nous de cette transformation. Alors, jumeau numérique, alors je vais faire comme tout le monde, hein. Je vais passer ma petite définition. Donc jumeau numérique, un logiciel capable de simuler le comportement de son jumeau physique sur son cycle de vie avec le juste niveau de précision. Bon, j'ai pondu ça rapidement, on peut le critiquer, mais l'idée, c'est juste de signifier un certain nombre d'idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a plein de composants. Un jumeau physique d'une usine, il y a tous les composants de l'usine. Il y a plein de physique. Parmi les physiques, vous considérez, je sais pas, un roulement à billes, c'est de la géométrie, c'est du matériau, c'est de la thermique, ça peut être de l'endommagement, ça peut être des frottements, enfin, les physiques sont innombrables. Multifidélité, alors c'est intéressant parce que je trouve qu'on en parle assez rarement quand on parle de jumeau numérique, mais aujourd'hui c'est revenu assez souvent. Dans le multifidélité, l'idée c'est que en fonction de la question qu'on va se poser, on n'a pas le même besoin de précision dans la solution qu'on va chercher, et en particulier ça va à l'encontre de l'idée que plus précis c'est mieux. En fait, plus précis c'est pas mieux, si vous n'avez pas besoin de précision, plus précis c'est juste plus lent, moins stable, plus lourd en mise en œuvre, etc. Donc le multifidélité, c'est surtout la bonne précision au bon moment, et éventuellement, parfois, vous allez augmenter la précision localement d'une information que vous allez chercher, puis parfois, vous allez au contraire la réduire parce que vous n'en avez pas besoin. Si j'ai un modèle d'avion et que je suis intéressé par le roulement d'habits du palier 2 du moteur droit, je ne vais pas modéliser finement la cabine du pilote. Il n'y a aucun intérêt. Et inversement, si ce qui m'intéresse c'est la vibration dans la cabine du pilote, je ne vais pas modifier le roulement du palier 2. Donc c'est très important d'adapter le bon niveau de fidélité et de précision à la question qu'on se pose. Calibrable, alors là, je ne sais pas si c'est vraiment comment l'appeler, mais en gros c'est le lien avec le physique. Hein. On a une information du domaine physique, cette information, qu'est-ce qu'on en fait? On va calibrer son modèle pour reproduire au mieux le comportement du modèle physique. Redimensionnable, alors là on commence à rentrer dans des notions un petit peu plus avancées. Redimensionnable, c'est, si on parle de cycle de vie complet d'un système, par exemple, quand on conçoit un système, il y a une partie où on va le dimensionner, donc on va modifier sa géométrie, et puis on va regarder les impacts d'une modification de ces dimensions. Et donc une fois que je suis en train de concevoir mon avion, et puis je vais me projeter dans le futur en faisant vivre à cet avion le cycle de vie complet du produit et de la flotte, pour essayer de voir si au final le comportement attendu, par exemple en termes d'éco-conception, en termes de consommation, en termes de durée de vie, est acceptable. Et pour ça, en fait, mon système va passer par un certain nombre d'étapes où il va se redimensionner parce qu'il va faire des tests dans le futur, il va se fabriquer dans le futur, il va se maintenir dans le futur, etc. Donc la capacité à redimensionner ce jumeau est clé. Je ne suis pas sûr d'avoir pris le meilleur exemple pour le justifier, mais on va revenir sur la notion un peu.
Alors, stabilité, c'est plutôt l'idée que quand je vais faire des calculs, je peux être intérêt à faire des calculs stabilisés, c'est-à-dire calculer la performance en un instant donné. Voilà, si j'ai un avion, je veux savoir quelle est la performance de cet avion quand je suis en cruise, en vol, au milieu de mon vol. Bon, c'est stabilisé, il ne se passe pas grand-chose, mais je veux connaître finement la consommation. Mais par contre, je peux parfois aussi avoir envie d'avoir un comportement de mon système en transitoire. Par exemple, je suis en train de démarrer, j'allume, le moteur commence à tourner rapidement, etc. Donc ça, c'est être capable de faire ça aussi. Multitemporel. Eh ben, je prends toujours mon cas d'un avion. Hein, le pas de temps, quand je fais un Paris-New York, ça va être un pas de temps de quelques secondes quand je suis en phase d'accélération, peut-être quelques minutes quand je suis en montée, peut-être quelques heures quand je suis en cruise. Ok, donc déjà il y a plusieurs pas de temps. Et puis par contre, le roulement à billes, lui, ce qu'il voit, c'est des fréquences qui sont plus élevées. Donc si j'ai envie de modéliser les deux, comment je vais gérer ce multitemporel? Au sein d'un système, il peut y avoir des notions temporelles très différentes. On peut savoir les gérer. Discret, on en a un petit peu parlé ce matin. Parfois, et c'est assez lié d'ailleurs au redimensionnable, au reconfigurable, il peut y avoir des événements discrets qui vont intervenir. Par exemple, quand mon avion va atterrir, le pneu il va toucher le sol. Ça, c'est un événement discret. Il y a avant qu'il touche le sol, il y a après qu'il touche le sol. Tout le système de force sera différent. Donc le jumeau numérique, en l'occurrence, il doit être capable de gérer le fait qu'à un instant donné, il se passe quelque chose. Et au moment où il se passe quelque chose, tout le système mathématique va devoir se réadapter, en particulier pour les équilibres des forces, par exemple. Donc les événements discrets, il y en a plein. Ça peut simplement être le contrôle-commande. Je décide d'ouvrir une vanne. Ça peut être un événement extérieur. Je me prends un caillou. Enfin, ce qu'on veut. C'est des tas d'événements discrets qui peuvent arriver. Il faut savoir les gérer aussi. Alors là, c'est un truc que nous, on aime beaucoup, on travaille beaucoup, le fonctionnel et le dysfonctionnel. Donc on sait simuler un système fonctionnel, souvent. Simuler les défaillances, c'est un peu particulier de simuler une défaillance. D'abord parce que pour un cas fonctionnel, une façon de bien fonctionner, il y a plein de façons de mal fonctionner. Voilà. Quand vous avez un tube qui est traversé par un courant, il peut y avoir un trou dans le tube, mais le trou, il peut être n'importe où, il peut avoir n'importe quelle taille. Voilà. Donc la variabilité du dysfonctionnel est infiniment plus importante que la variabilité du fonctionnel. Et donc, quand vous voulez faire vivre votre jumeau numérique dans son cycle de vie aussi, les moments où éventuellement il est défaillant, vous devez être capable de le transformer pour être capable de simuler toutes ces défaillances possibles. Qu'est-ce qu'on a? Alors, interopérabilité, ça c'est des jolis mots, MBSE, MBD, MBSA. C'est juste pour dire qu'on est en train de parler d'une simulation, en l'occurrence, moi je parle de simulation physique, mais il faut être capable de garder le lien avec le MBSE, avec les exigences, la déclinaison des exigences, les besoins, les cas d'usage qui viennent de l'utilisateur. Le MBSA, c'est Model Based Safety Assessment, ça va être toute la gestion des cas de dégradation, justement. Et puis le Model Based Design, j'ai mis dans ce mot-là, c'est simplement le lien avec les bureaux d'études qui vont essayer de mettre en œuvre des calculs haute fidélité pour aller étudier plus finement le comportement local d'une physique, d'une caractéristique, etc. Donc tout ça, finalement, ce jumeau numérique se retrouve un peu au centre de toutes ces interactions, il faut savoir les gérer. Collaboratif. Alors ça aussi, on en a parlé ce matin, finalement, je reprends beaucoup de choses qu'on a entendues dans la journée. Finalement, quand on parle d'un jumeau numérique multicomposant, multiphysique, en fait, ça veut dire multi-personnes qui vont devoir le regarder. Donc un jumeau numérique, c'est vraiment un outil qui n'a de sens que s'il est utilisé et partagé par un grand nombre de spécialistes, en fait. Et ça, c'est assez différent par rapport à un modèle, une simulation conventionnelle, enfin, dans l'ancien terme, qui était vraiment le outil d'un spécialiste qui le mettait en œuvre en fonction d'une question qu'on lui posait. On ne se posait pas trop la question du collaboratif quand on faisait un calcul mécanique des fluides avec un maillage à 1 milliard de points. C'est pas collaboratif, c'est des gros calculs, mais voilà, je suis un peu tout seul devant mon ordinateur, je le fais.
quand je fais un jumeau numérique où je simule à la fois le moteur, l'avion, le pilote, la physique, la mécanique, l'acoustique, le contrôle-commande et le pneu qui touche le sol, en fait, ça n'a de sens que si chaque spécialiste est capable de le regarder et interagir avec. Et plus encore, chaque spécialiste va le regarder avec son propre regard. Souvent, enfin, on a vu ça ce matin, je ne sais plus qui, c'est Daniel qui présentait ça. Par exemple, finalement, je me suis dit, le premier niveau du jumeau numérique, c'est finalement la maquette numérique. Parce que, assez naturellement, on a tous l'impression que voir un objet en CAO, c'est voir l'objet. Et finalement, c'est la base, quoi. Après, on va la fonctionnaliser. En fait, quand on creuse un peu, même la géométrie est quelque chose qui n'est pas aussi clair et précis que ça. Si vous parlez d'une géométrie à un mécanicien, il va voir à peu près que les trous. Si vous parlez de géométrie à un aérodynamicien, il va combler les trous, il va voir que les courbures. C'est quand même étonnant, quoi. C'est le même objet géométrique qui paraît absolument intangible pour tout le monde, mais en fait, il y a deux points de vue complètement différents. Donc c'est quoi une géométrie? Nous, notre conviction, c'est que la géométrie n'est pas au centre du jumeau numérique. C'est une représentation parmi d'autres de ce qui est tangible pour le spécialiste qui va la regarder. Et si vous êtes un électronicien, je pense que vous contrefoutez de la géométrie. Et vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas votre domaine. Si vous faites du contrôle-commande, c'est pareil. Par contre, évidemment, si vous faites la mécanique, là, c'est votre truc. Donc la géométrie, c'est un des éléments parmi d'autres qu'il faut être capable de traiter. Dans le collaboratif modulaire, alors ça c'est clé aussi, parce que on va revenir un peu là-dessus, parce qu'un jumeau numérique, c'est un assemblage d'un très très grand nombre de composants. Clairement, quand vous allez reconcevoir notre système, vous n'allez pas réécrire toutes les briques. Votre objectif, c'est d'essayer de réutiliser un maximum de briques. Si vous faites un avion, si vous disposez d'un A320 et que vous étudiez le nouvel A320, vous allez essayer de reprendre des grandes briques disponibles, des ailes, des fuselages, des cockpits, des moteurs, et les assembler. Donc la modularité, les clés. Mais on parle d'une modularité multiphysique. Donc vous embarquez avec, dans votre module, pas uniquement une géométrie, pas uniquement une physique, mais un ensemble de cohérentes choses. Donc pour être capable d'être modulaire, il y a du boulot. Interactif, alors ça c'est plutôt, on va dire que c'est un nice to have. Donc idéalement, si vous pouviez avoir la réaction instantanée de votre jumeau à une modification, ça serait mieux. Ce qui est sûr, c'est que si vous lui posez une question et qu'il vous rend la réponse dans 3 jours, je dirais que ça ne sert pas à grand chose en fait. Quand vous concevez des systèmes, les réponses dont vous avez besoin, c'est au maximum la nuit. Voilà. La nuit, moi je dirigeais des bureaux d'études, au pire, on mettait en forme le calcul, le soir on lance le calcul, le lendemain on arrive, on a le résultat. S'il faut attendre 3 jours, c'est pas un outil de conception, c'est un outil d'analyse éventuellement, mais vous n'avez pas le temps d'itérer dessus. Donc il faut que ces outils soient vraiment très rapides. Et alors le dernier point, peut-être un autre scénario. Alors ça finalement, je ne vous ai parlé que du modèle lui-même, avec ses caractéristiques. Le jumeau numérique. Mais en fait, ce qui est important derrière, c'est qu'est-ce qui va vivre comme événement dans un cycle de vie. Et donc, par quel scénario à quel scénario vous allez le soumettre, comment il va se transformer avec ces scénarios. Et en fait, la question qui se pose derrière, c'est cette modularité dont on a parlé pour la physique, pour les composants, est-ce qu'on peut en parler aussi pour les scénarios? Si j'ai envie de simuler tous les soirs les 12 000 cas défaillance possibles de mon système, et que je construis un nouveau système, j'ai pas envie de me repalucher à la main les 14 000 cas de défaillance de mon nouveau système. Donc toute la modularité nécessaire pour le scénario d'usage de mon jumeau, elle est aussi absolument clé. Et là-dessus, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour nous aider, même en termes de langage, en termes de savoir-faire. On parle beaucoup du modèle physique, et on ne parle peut-être pas assez de la mise en forme des scénarios pour l'utiliser, même s'il existe des choses reconfigurables, redimensionnables, j'en ai un peu parlé.
Voilà, donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on appelle le mur de la complexité, ou c'est quoi cette notion? C'est que finalement, on a vu ce jumeau numérique, c'est un assemblage de briques. Alors, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et en fait, elles sont toutes potentiellement des interactions. Et donc, ça veut dire que potentiellement, si vous avez n briques, vous avez n factoriel interaction. Et là, on vous a mis, ça, c'est une preuve de concept qu'on a fait au début de l'année, hein, où on s'amusait à faire un avion, c'est un A320 avec 2 moteurs. Cet A320, enfin c'était stylisé géométriquement. L'objectif c'était de montrer qu'on était capable de mettre en place un jumeau numérique d'un avion de ce type, d'un avion complet, avec ses moteurs décrits jusqu'au niveau des composants, champs de combustion, etc. Capable de simuler un trajet complet et capable de se redimensionner. En l'occurrence, si vous modifiez le nombre de passagers, ils recalculent. Si vous modifiez le range de dimensionnement, ils recalculent environ en 15-20 secondes à peu près. Alors évidemment, c'est des grandeurs globales, mais tout est couplé. C'est-à-dire que vous calculez en même temps l'avion, les ailes, le fuselage, la taille du moteur, vous respectez la température de la chambre de combustion parce que ça c'est un état d'art. Mais voilà, tout se redimensionne automatiquement. Alors comment on a fait ça? En fait, c'est au-dessus. Là, vous avez le jumeau numérique éclaté. Donc chacun de ces petits points-là, c'est un modèle. Donc, vous voyez que pour mettre en place, donc il doit y avoir, je crois, une centaine qui sont en interaction. Si vous n'avez pas de méthode, vous avez potentiellement 100 factoriels d'interaction. Évidemment, il y en a, assez vite, vous pouvez en éliminer. Mais réellement, si vous vous dites que pour mettre en place un modèle de ce type-là, je vais récupérer au sein de mes bureaux d'études les meilleurs des petits modèles dont chacun dispose, qui n'ont pas été faits pour ça, ils ont été faits pour dimensionner les petites pièces, c'est pas grave. Ils sont bien, ils sont précis, ils ont été faits par des gens intelligents, ils ont été calés sur des essais, donc j'ai pas mieux, je les prends, et si vous assemblez votre modèle avec ça, en fait vous allez prendre chacun de vos petits modèles, vous allez poser la question de, bon, ok, avec quoi il interagit, il a besoin de quoi, vous allez tirer des fils. Et vous allez potentiellement tirer n factoriel fil, voire plus. Donc c'est absolument impossible. Voilà. Et pourtant, c'est vécu. C'est-à-dire que il y a encore des gens qui se disent si j'ai envie de faire un modèle mécanique perfo, je vais prendre mon modèle mécanique d'un côté parce qu'il est bien, il a été assemblé pour ça, il a été validé. Je vais prendre le modèle perfo de l'autre parce qu'il a été validé. Et ensuite, je vais regarder à l'intérieur, je vais tirer des fils. Voilà. C'est un boulot qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est indébuggable, parce que tant que vous n'avez pas la solution, et tant que ça plante, vous ne savez pas pourquoi. Donc c'est interminable. Voilà. Donc ce qui se cache derrière cette complexité, c'est être capable d'assembler un modèle de ce type-là, avec tous ses composants, dans un temps fini, par étapes, en ayant une démarche pour que vous soyez capable de calculer et de vérifier, pas par pas, que votre modèle il est conforme. Donc là, en l'occurrence, on a mis un mois, c'est à peu près, c'est moi qui ai fait ça début de l'année, enfin je fondais une boîte en même temps, mais voilà, c'est accessible. Si vous avez une démarche, vous pouvez assembler un système, mais c'est une démarche, et c'est une démarche d'architecture de simulation. Donc on peut franchir le mur de la complexité. Alors, je vais l'illustrer, finalement, si on se replace dans le domaine des outils de simulation, je le fais suivant 2 axes. Ici, c'est l'axe de la précision, donc je vais placer des modèles. Là, en bas, j'ai des modèles qui sont en basse fidélité, là, j'ai des modèles haute fidélité. OK. À gauche, j'ai des modèles qui traitent un composant, un métier. À droite, j'ai des modèles qui simulent plein de composants, plein de métiers. Donc en abscisse, c'est la complexité qui augmente. En ordonnée, c'est la fidélité. Le jumeau numérique dont on rêve, il est là. Voilà, on aimerait modéliser tous les métiers, toutes les physiques, tous les composants en haute fidélité. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait historiquement, on a été sur la Lune avec des tableaux et des craies. Ça fait 40-50 ans qu'on monte là-haut pour avoir des super modèles de calcul mécanique, CFD, etc., qui deviennent de plus en plus précis. Après, on se dit, on va les assembler, on va les coupler. C'est normal, c'est les meilleures briques dont on dispose.
On a les meilleurs calculs aéro, on a les meilleurs calculs mécaniques, on va les assembler, et puis comme ça, on va faire des modèles, des chaînages, on va chaîner nos outils, et on va aller dans la direction du soleil. En fait, ça ne marche pas, pour la raison que je vous ai dit avant. C'est là où vous prenez le mur de la complexité, et là, vous allez peut-être réussir à en assembler 2, 3, 4. Mais quand vous essayez de faire un avion qui est composé d'une centaine de modèles, bah, là, vous voyez bien que très vite, vous allez rencontrer le mur de la complexité. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, par ce biais-là, aller au jumeau numérique infini. Et en fait, comment il faut faire? Il faut passer par en dessous. Pourquoi il faut passer par en dessous? Parce que quand vous considérez le jumeau numérique ultime, il est défini par la précision et par la complexité, mais le premier élément que vous avez traité, ce n'est pas la précision, c'est la complexité. Et donc comment vous allez faire? Vous allez adresser aux gens qui sont les spécialistes de la complexité, ici présents, César, et d'une façon générale l'ingénierie système, tu dois reconnaître ton graphe. Oui, absolument. Et c'est un peu la définition du système complexe qui a des fonctions émergentes spontanées, absolument. Ça fait un tas de briques. Et donc, l'idée vraiment qu'on pousse, nous, c'est de dire, si vous voulez gérer d'abord la complexité, c'est alors intéressant, donc vous allez partir du même point. Le premier niveau d'outil que vous allez rencontrer, c'est Excel. Aujourd'hui, Excel reste encore l'outil majeur de gestion de la complexité au sein des équipes, des organisations. Pourquoi? Simplement, moi je rencontre quelqu'un dans notre métier, il faut qu'on se comprenne. Toi, qu'est-ce que tu fais? Attends, on va écrire tes équations, on va écrire les miennes. T'as vu quand je bouge ça bouge ça chez toi, ok. On discute là-dessus, on se comprend. Ok, on met en place un outil de gestion de la complexité à deux. En fait, aujourd'hui encore, c'est Excel. Alors pourquoi? Pour un truc tout bête, c'est qu'un spécialiste, son outil à lui, c'est pas l'outil qui lui permet de discuter avec le voisin. Son outil à lui, c'est son outil de spécialiste sur lequel il est jugé par son chef. Il n'est pas jugé par son chef parce qu'il a réussi à correctement discuter avec son voisin. Il est jugé par son chef parce que le calcul dans son métier, il est vachement précis et il a convergé, etc. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus qu'Excel pour gérer la complexité dans un bureau d'études. Alors, on a donc l'ingénierie système qui se développe et qui est capable aujourd'hui de traiter massivement la complexité des systèmes. Alors avec maintenant une limitation, c'est quand même essentiellement fonctionnel, et que si on veut aller monter là-haut, il faut rajouter de la physique, et on va monter en complexité, on va monter en précision au niveau de la physique. Donc l'idée, c'est vraiment de passer par là, d'architecturer le système de simulation, et ensuite de coupler notre système de simulation avec des modèles haute fidélité pour petit à petit aller vers cette situation ultime. Alors, il y a des gens qui font plein de choses en intermédiaire, donc il y a aujourd'hui plein d'outils qui sont développés en Modelica, MATLAB, il y en a plein. Donc ils sont en situation intermédiaire, en fait, qui sont des langages. Donc c'est bien des langages. Mais là, on ne parle pas de langage. Ce qui est le cœur du truc, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que si vous prenez Modelica et que vous programmez Modelica d'une façon linéaire, vous n'allez pas avoir un système de simulation, vous allez avoir un système d'équation éventuellement. Mais quel que soit le langage, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est la méthode qui vous permet d'assembler votre système de simulation, que ce soit avec du C++, du Python, du Modelica ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est là-dessus que nous, on se positionne. Donc franchir le mur de la complexité, oui, c'est possible. Ça veut dire architecturer le modèle. Ça veut dire que, évidemment, que vous allez récupérer les briques existantes disponibles dans les bureaux d'études. Évidemment, vous allez vous appuyer sur tout ce savoir-faire qui est gigantesque
C'est juste que les modèles qui ont été développés dans les bureaux d'études pour répondre à un besoin qui est calculons de la façon la plus précise possible ce phénomène physique dans un environnement isolé, ne répond pas à la fonction, fait la même chose dans un environnement connecté. C'est un autre besoin. Et quand vous avez un système et pour rajouter un autre besoin, bah, vous devez adapter le système. Donc la brique élémentaire dont vous disposez dans le bureau d'études, vous pouvez la réutiliser à condition de la faire évoluer pour être capable d'intégrer cette nouvelle fonctionnalité d'intégration de votre système. Et à cette condition-là, vous saurez faire votre système de simulation plus complet. Donc ça, c'est clé. Et donc, du coup, deuxième point, bah, faut convaincre les spécialistes métiers. Alors, évidemment, parce que vous allez utiliser leur outil, mais pas que ça. Un système de simulation de système complexe va vous résoudre plein de physique en même temps. Si jamais les spécialistes de chacun des métiers se désengagent de la solution, ça ne sert à rien. Il faut que chaque spécialiste de chaque métier soit à même de dire « je valide la brique ». Le morceau qui a été calculé dans mon domaine, c'est le mien, je le garantis. Et comment vous faites ça? Ben, il faut que le mec en question, ben, il lise ce qu'il y a dedans. Il valide, il le calcule, il fasse ses tests unitaires, il fasse sa revue, son audit, il a mis son tampon. Et voilà. Mais là, vous allez tomber sur un autre problème. C'est que lui, si vous lui dites, mais file-moi ta brique, là, avec tout ton savoir-faire, tes équations, validées, machin, et je l'aide dans mon modèle et je l'utilise sans toi. Bah, vous arrachez au spécialiste ce qui fait sa légitimité, ce qui fait son boulot. Donc le mec, il va vous dire non. Il a raison. Il est hors de question de profiter de ce modèle pour sortir le spécialiste de l'image. Donc en fait, vous devez lui dire oui, je vais utiliser ton modèle, on va devoir l'adapter quand même un petit peu, mais c'est ton modèle, c'est tes équations. Utiliser, mais tu seras au courant. D'abord, tu vas mettre sous contrôle l'usage. Si jamais je l'utilise en dehors du domaine sur lequel tu as validé, il y a un gros feu rouge qui va apparaître. Et tu auras dit que tu n'es pas d'accord. Et il y aura ton nom qui dira « je ne suis pas d'accord, appelle-moi ». Et c'est la condition pour que le spécialiste puisse éventuellement envisager de confier son modèle. Ça ne va pas suffire, hein, parce que là, vous allez trouver le moyen de valoriser l'architecte produit qui va utiliser ce super modèle pour se faire mousser auprès de son chef parce qu'il a trouvé une nouvelle architecture qui est vachement performante. Donc ça ne marche pas, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi que vous alliez voir le spécialiste en disant « mais toi aussi, tu vas utiliser ce modèle. Toi aussi, il va t'apporter de la valeur. Pourquoi? Parce que tu vas enfin mieux comprendre comment ton produit est utilisé. Là où avant, il y a quelqu'un intelligent qui te disait, tu me fais le dimensionnement, ce plan de fonctionnement, machin truc, tu réfléchis pas, tu obtiens le meilleur rendement en cruise. On va dire, non, non, je te donne la possibilité de regarder toi-même, de comprendre toi-même comment ce produit va être utilisé et éventuellement revenir avec des bonnes idées. Parce que connaissant ton produit, peut-être tu vas dire, ah mais en fait, mon avion qui vole en cruise, mais si j'optimisais un petit peu le rendement quand il est au sol, là, peut-être que globalement, on gagnerait en performance, parce qu'il consomme vachement mon avion quand il est sur le tarmac au sol. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apporter aussi aux spécialistes pour lui donner accès à cette nouvelle information. Donc tout ça pour dire que le point clé de tout ça, c'est pas technique en fait, hein, parce que ça on sait le faire maintenant. Je pense qu'on a les outils mathématiques, logiques, process, on sait mettre en place des super jumeaux numériques ultra performants. Le problème il n'est pas là. Le problème il est de la conduite du changement, c'est qu'il va falloir convaincre et accompagner les bureaux d'études pour qu'ils acceptent, qu'ils embarquent dans cette aventure-là, qu'ils y trouvent leur intérêt. Donc le point clé, c'est accompagner le changement. Alors, en apportant de la valeur à la personne à qui on demande de faire évoluer sa brique élémentaire, il faut qu'elle tourne plus vite, il faut qu'elle soit plus jolie, il faut qu'elle soit plus robuste, il faut qu'il ait plus confiance, et en apportant de la reconnaissance. Tu as fait un bon boulot. Grâce à toi, grâce au modèle que tu as mis à jour, on a pu reconfigurer le système global et on a gagné 10 points de performance. Et sur les 10 points de performance, il y en a 4, c'est grâce à ton modèle, c'est grâce à ton idée hein, qu'on les a eu. On fait un stack de gains. Donc absolument clé.
Conclusion, il faut architecturer le système de simulation. Les briques élémentaires de simulation intègrent un nouveau besoin, ça veut dire qu'il faut les adapter. Un architecte de simulation n'est ni un architecte produit qui connaît très bien son client, qui connaît très bien la déclinaison des exigences, qui connaît très bien l'architecture, les pièces de son système, mais il ne connaît pas la simulation. C'est pas un architecte informatique qui connaît très bien les langages informatiques, le MATLAB, le C++, le machin, l'IT, le fonctionnement du CPU, c'est entre les deux. Et c'est une nouvelle compétence, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être capable d'à la fois dialoguer avec l'architecte produit et avec l'architecte informatique pour prendre le meilleur de l'informatique pour mettre en place un modèle de simulation qui soit capable de simuler le produit au juste niveau de fiabilité. Et voilà, j'ai laissé quelques autres questions qu'on n'a pas adressées mais qui me passionnent. Là, on a parlé de système de simulation, c'est la partie la plus simple. Parce que simuler un système, c'est un problème mathématique bien posé, parce que nous vivons dans un monde prédictif et c'est à géométrie figée. Si vous allumez votre voiture, elle ne s'est jamais séparée en deux, elle n'a jamais disparu, il lui arrive quelque chose, elle fonctionne, ça s'appelle la simulation. Si votre code de simulation il plante, bah, c'est qu'il est mal écrit, parce que physiquement, vous savez que si vous êtes représentatif, il y aura une solution. Concevoir, vous allez libérer un paramètre géométrique, l'échelle, pour viser un paramètre fonctionnel, la vitesse. Ça veut dire inverser une fonction. Inverser une fonction, c'est mathématiquement, vous n'avez ni la garantie d'unicité, ni existence de la solution. Donc, l'acte de concevoir est fondamentalement un acte mathématiquement mal posé. Truc tout bête, hein. Si vous êtes dans un bureau d'études qui concevez des hommages, l'aérodynamicien va vouloir les affiner pour améliorer sa performance, son rendement, le mécanicien va vouloir les épaissir pour réduire ses contraintes. Ils ont tous les deux raison, mais ils ne peuvent pas le faire en même temps. Ça s'appelle un problème mal posé. Donc vous devez le poser autrement. Donc quand vous concevez un système complexe, si vous n'y prenez pas garde, vous rentrez en permanence dans un problème mal posé. Donc tout le processus de conception d'un système complexe, tout le processus de conception d'un système quel qu'il soit d'ailleurs, consiste à accompagner la conception pour garder sous contrôle cette horrible vérité qui est votre système est peut-être mal posé, votre problème est peut-être mal posé. Et bien ça, c'est exactement un système de conception. Mettre en place un système de conception, c'est fondamentalement un problème mal posé. Si vous faites votre calcul et qu'il plante, vous êtes dans l'incapacité de dire que si c'est parce qu'il y a un bug, tout simplement, il a raison de planter puisque c'est mal posé. Donc, il y a une démarche pour concevoir un système de conception en transformant sous contrôle un système de simulation. Et c'est l'étape suivante du travail de l'architecte de simulation. Simuler les scénarios, j'en ai parlé juste au début mon talk. Ça, on se pose, nous, des questions là-dessus. Et puis, j'ai ouvert sur la forge d'un ingénieur, parce que Benoît n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un dada que nous avons ensemble, et que je vais vous exprimer en quelques mots, pour ceux qui font du développement informatique. Logiciel, la forge, donc c'est autour des notions de GitLab, GitHub. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous ne concevez plus un code de calcul comme il y a une vingtaine d'années. Vous faites des branches, vous soumettez des pull requests, vous faites des merges, vous faites des tests unitaires, vous faites du CI/CD. Enfin bref, c'est la révolution. Hein. Vous ne concevez plus du code aujourd'hui comme il y a 20 ans. Et là, quand on parle d'un jumeau numérique, en fait, c'est un code, non? Donc qu'est-ce qui se passe si en fait on applique à la conception du jumeau numérique les principes du développement logiciel et finalement on ne conçoit plus l'objet mécanique, on conçoit sa représentation digitale en utilisant les méthodes
qui ont révolutionné le développement logiciel. Voilà, c'est vachement intéressant, et c'est ça qu'on appelle la forge de l'ingénieur. C'est appliquer au domaine de la conception mécanique les avancées incroyables qui ont eu lieu dans le domaine de la conception informatique. L'idée lumineuse, la mise en œuvre est délicate, et on pourrait vous en parler un certain temps avec Benoît. Un test unitaire, en conception multiphysique, multisystème, c'est pas facile à définir. Une pull request, pour la valider, c'est pas évident. Une modification locale quand vous avez un système mécanique, en fait, physiquement, elle a un impact sur l'ensemble du système. En fait, vous avez du mal à contrôler vos interfaces. Alors qu'en informatique, c'est pas super évident, mais vous arrivez un peu mieux. Puis vous avez un langage qui est à peu près le même. Alors que quand vous essayez de faire converger un aérodynamicien, un mécanicien et un mec du contrôle-commande, ils travaillent tous sur le même système, mais ils n'ont pas du tout le même langage. Donc ça introduit un certain nombre de complexité sur la mise en œuvre, mais on a un projet de recherche là qu'on mène avec l'UMR. Bon, tout ça, c'est un plan de transformation, c'est pas technique, et j'en ai terminé. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais une question pour savoir comment, dans votre approche, vous modélisez les problèmes de transition de phase. Alors, je m'explique. C'est des problèmes classiques en modélisation informatique qu'on appelle le zero crossing. Ça veut dire quand vous allez modéliser de l'eau, et puis vous faites bouger un paramètre de température, par exemple, vous la faites devenir négative et vous continuez à simuler la glace comme si c'était de l'eau liquide. C'est tout à fait possible d'un point de vue virtuel. Alors, au niveau système, l'équivalent de ce principe du zero crossing sur les systèmes, disons, physiques plus simples, c'est par exemple un exemple que j'aime bien, qui m'a été suggéré par Antoine Rosy, c'est le suivant. Vous avez un module, je reprends votre approche, un module pour modéliser un robinet, un autre module pour simuler une baignoire. Et vous faites tomber de l'eau dans une baignoire de manière virtuelle. Alors le problème, c'est que si la baignoire commence à déborder, c'est plus du tout les émotions de Navier-Stokes qui s'appliquent. Dans ce cas-là, il faut téléphoner à son assureur et se mettre en mode panique. Donc il y a des moments où le système, il y a des phénomènes de transition de phase qu'on peut passer complètement à côté d'un point de vue virtuel. Ouais. Alors, merci, ouais, c'est un excellent point. En fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure par la notion de reconfiguration. C'est-à-dire que, par exemple, pour la baignoire qui déborde, c'est clair que les équations à mettre en place entre une baignoire qui se remplit et une baignoire qui déborde, c'est pas les mêmes. En fait, d'un point de vue système, tu as rajouté une information qui est j'ai de l'eau qui sort de la baignoire et qui va quelque part. Il y a une nouvelle partie prenante, il y a une nouvelle modélisation. Donc en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est de reconfigurer notre système pour introduire ce type de modification. Alors, évidemment, il faut les avoir prévues. On ne va pas inventer le débordement. Mais par contre, on va prévoir que si jamais la baignoire déborde, alors le système se reconfigure et il est capable de rajouter ce lien. En fait, ce qu'on a fait, on l'a mis en œuvre, hein, on travaille avec Safran pour faire des diagnostics de défaillance dans les moteurs d'avion. Et typiquement, une des questions qui est posée, c'est comment fait-on pour diagnostiquer le fait qu'il y a une fuite dans une des veines, dans la nacelle, dans les joints, etc. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un modèle qui va être capable de simuler une fuite. Donc simuler une fuite, c'est rajouter un nouveau tuyau avec une extraction de fluide qui va l'emmener quelque part, à la demande. Et avec ce type de modèle, on va être capable de générer de la donnée qui représente un comportement dysfonctionnel et un comportement fonctionnel, et derrière on va entraîner des réseaux de neurones à reconnaître la signature de cette défaillance. Et on va appliquer ces réseaux à des mesures, et on va trouver des choses vachement intéressantes. Mais donc ça fait partie de ce type d'exercice. On a une autre application, c'est une fusée, ça c'est connu, hein, une fusée multi-étage. Voilà. Quand on largue un étage, il y a des fusées, quoi. Il y en a une qui retombe. Voilà, en fait, les équations, c'est plus les mêmes, on se reconfigure. Donc on a une méthodologie pour
associer aux événements une capacité de se reconfigurer et de modifier le modèle mathématique à la demande. Je me demandais quelle était votre vision sur la pérennité des bancs de test, tout ce qui est hardware in the loop. Merci pour la question. Alors, dans un premier temps, c'est à quoi sert un banc de test? Et je trouve qu'il sert encore trop souvent à valider un concept et à valider une performance, alors que je trouve qu'il devrait servir à valider un modèle qui, lui, va permettre de valider une performance. Et on en a parlé, je crois, tout à l'heure, le modèle testé n'est jamais le modèle cible. Donc de toute façon, il y a toujours un exercice de transposition entre ce qu'on teste et la réalité. Donc le premier truc, c'est finalement quand on met en place un essai, on met en place les moyens de mesure, on met en place le plan d'essai pour valider le modèle sur son domaine pertinent, et ensuite on utilise le modèle dont on connaît la précision pour valider une performance. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu ce qui était dit à la présentation avant, c'est que la plupart du temps, les mesures, elles ne sont pas faites pour caler les modèles, elles sont faites pour comprendre le système. Elles sont la plupart du temps pas pertinentes pour caler le modèle. Et c'est vraiment dommage. Donc, moi je pense qu'on aura toujours besoin d'essais, mais par contre, il faut les repenser autrement. Voilà. On a besoin d'essais pour valider nos modèles, et pour ensuite être capable d'utiliser nos modèles pour faire de la conception. Et au final, bon, après, quand on parle de certif, il y a certainement souvent toujours un essai de validation finale. Quoi. Alors, moi, je ne monte pas dans un avion qui n'a pas fait d'essai réel avant. Hein. Okay. Dernière question. C'est une question un peu générale. On a parlé beaucoup d'interopérabilité entre les différents modèles multiphysiques, etc., les standards. On a parlé du format STEP notamment. On a parlé de redimensionnable aussi. Et là, c'est une frustration depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on a enfin un format interopérable mécanique où on peut avoir des contraintes de dimension, donc on peut dire je rechange une cote et je ne refais pas un modèle complet de géométrie? Ou est-ce qu'à chaque fois que je modifie une cote, il faut que je refasse un nouveau step pour pouvoir l'échanger avec, en standard avec quelqu'un d'autre? Alors je peux peut-être un tout petit peu aborder, parce que c'est un sujet aussi super intéressant, sur le redimensionnement géométrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a été confrontés à la question, mais c'est bien beau des approches de ce type-là, mais quand vous avez un système avec une liasse, avec dedans, dans la liasse 400 cotes, bah, comment vous faites pour le redimensionner? Parce que vous n'allez pas libérer 400 paramètres géométriques pour lancer un calcul de ce type-là, c'est mort, ça ne tournera pas. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est qu'il faut aussi architecturer sa géométrie. Je dis tout à l'heure, l'avion qu'on a fait, on est capable de le redimensionner en 20 secondes. Parce qu'en fait, on a construit sa géométrie avec une échelle, l'échelle du système, qui nous donnait l'entrée. Ensuite, vous rentrez dans le fuselage, bon, le diamètre du fuselage est constant, mais la longueur, elle est liée à l'échelle. Ensuite, les ailes sont... Et en fait, vous allez construire votre chaîne de code, vous allez l'architecturer. Donc, de cette façon-là, au final, vous pouvez gérer votre truc. Par contre, les outils Katia et Zero n'ont pas du tout été pensés comme ça. Ils le font mieux. C'est du paramétrique. Ouais, mais... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas... Peut-être, je les connais peut-être pas assez, mais j'ai pas trouvé dans ces outils une façon d'architecturer l'outil, la géométrie, pour vraiment être capable de définir des échelles successives. Donc, en plus, alors, peut-être pas, ma réponse n'est peut-être pas pertinente de ce point de vue-là, parce qu'en fait, quand on a un jumeau numérique de ce type-là, la géométrie dont je vous parle, en fait, c'est pas une géométrie. C'est une représentation visuelle des interfaces entre vos composants. C'est pour ça qu'on s'en fout de savoir s'il y a un cockpit qui est joli ou pas joli. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la longueur du fuselage. Il faut sortir de ce modèle-là les hardpoints, les points d'interface,
les rentrer dans un logiciel CAO, et le logiciel CAO, ensuite, il est fait pour, il va reconstruire toute sa géométrie paramétrique sur les hardpoints qu'on lui aura rentré dedans. Ça marche. Mais par contre, on a essayé, hein, vous ne pouvez pas intégrer dans un outil de ce type-là un outil CAO, parce que ils sont beaucoup trop lents, ils n'ont pas été faits pour, quoi, donc c'est interminable. Juste une remarque, on ne le voit pas forcément à l'aéronautique. Vous allez dans la construction avec le BIM, il faut vous assurer que tout ce qui est rétractable ou agrandissable, c'est vraiment très flexible. Là, vous êtes dans un domaine de modèle paramétrable extrêmement flexible. Donc, moi, j'ai vu ça la première fois dans des salons au Binois, par exemple. J'ai été étonné, je me suis dit, si j'avais vu ça en aéro il y a 10 ans, je pense que les conceptions électriques des avions auraient pu se faire beaucoup plus rapidement en phase d'appel d'offres. Et pour ça, l'aspect cross-filière est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres. Alors, ils n'utilisent pas forcément des outils comme Katia, mais d'autres outils qui ne passent pas forcément par un format STEP. Je vois que le format STEP, c'est un format d'échange. Donc, si les outils d'autoring ne font pas ce paramétrage, on ne le retrouve pas. Les outils qui font ce paramétrage. C'est dommage de les perdre à chaque fois qu'on sort. Ok, merci. Merci Guy. Merci Guy, on va s'arrêter là. Merci à vous tous d'être venus. Donc, au nom d'Aristote, Bernard en particulier, Systématique, Total Energy et César, on vous remercie. On espère que la journée était profitable. Pour la prochaine journée sur Aristote, allez voir sur le site, ça doit être mi-octobre. Et pour ceux qui seraient intéressés, avec Abdelkrim et Daniel, ici présents, on organise une autre journée numérique fin d'année. Vous allez sur le site Sésame Community, tapez TTDDNO. On est en phase de collection des papiers actuellement et on est en train de monter le programme. Donc voilà, ça peut être une autre journée pour laquelle vous pourriez venir et puis sur laquelle on peut avoir les meilleurs parties également. Merci à tous. Bonne soirée. Petite précision, normalement, puisque vous êtes inscrit ici, on doit avoir vos mails. Donc nous devrions pouvoir vous envoyer toutes les informations pour les futures journées. Si par hasard ce n'était pas le cas et que vous receviez aucune information, n'hésitez pas à écouter.